D'abord, ça fonctionne très bien. L'instrument fonctionne très bien. Il est parfaitement conforme à ce qu'on espérait. Et ça, c'est un plaisir extraordinaire. C'est aussi une grande reconnaissance pour tous les gens qui ont travaillé dessus et qui ont donné leur âme. Ça oui, mais pour vous. Mais pour moi, moi, je suis un peu la mouche du coche là-dedans. C'est-à-dire que ce qui me fait plaisir, c'est qu'on trouve des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, ce qui va me faire plaisir, c'est des choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que personne n'y a jamais pensé. Et ça me paraît être vraiment la recherche. Et je crois que c'est aussi une attitude vis-à-vis du travail et de la façon dont on travaille. Il faut être ouvert à tout ce qui peut se passer. Il ne faut pas chercher ce qu'on veut trouver. C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Parce que justement, on est aussi poussé par l'extérieur. À programmer. Vous ne pouvez pas obtenir d'argent pour faire un satellite si vous ne dites pas ce que vous allez trouver. Oui. Si vous dites je ne sais pas ce que je vais trouver parce que j'ai un instrument nouveau, vous ne serez jamais financé. Donc vous êtes obligé de faire d'abord l'exercice, ils ont dit à dire je vais trouver ça en fonction de ce qu'on sait déjà, ce qui n'est pas vraiment de la recherche. Et puis ensuite, vous avez là les vraies données, la nature parle. Alors là, elle dit ce qu'elle a à dire et c'est pas ce que vous avez dans la tête forcément. Quand vous en pouvez plus, quand vous êtes crevé, fatigué, qu'est-ce qui vous nourrit encore ? Je pense à autre chose, je fais du yoga. Merci Annie Waglin. Peut-être une bonne occasion. Si ce podcast de Ciel et Espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Vous nous posez régulièrement la question « Comment devient-on astronome ?» Quelles sont les études à faire ? Quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité ? Et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels ? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui sont en train d'achever leur formation supérieure. Qu'ont-ils appris de plus précieux pendant ces années ? Quels sont leurs projets ? Quelle place les étoiles occupent-elles dans leur quotidien ? Aujourd'hui, rencontre avec Miguel Montargès, postdoctorant au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qui nous a emmenés sur les routes et les chemins de l'observatoire de Meudon, tout près de Paris. Miguel Montargès, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à l'Observatoire de Meudon, sur ce magnifique site avec une vue panoramique sur Paris. Et nous sommes précisément en face de la grande coupole de l'Observatoire. C'est un magnifique bâtiment avec une entrée avec des colonnades de type grec, un bâtiment de l'époque classique française et surmonté d'une coupole couleur chocolat, très très impressionnante aussi. Elle cache une lunette historique. Tout à fait, c'est la grande lunette de Meudon, la troisième plus grande lunette astronomique du monde, la plus grande d'Europe, avec une lentille qui fait 83 cm de diamètre et la lentille photographique qui elle fait 62 cm, donc c'est une lunette double. J'ai des collègues qui aiment bien dire qu'on a la plus grande lunette astronomique du monde en termes de surface collectrice, si on associe les deux lentilles. Et c'est un joyau de l'observatoire. On a l'architecture de Mansart là devant nous, c'est un petit Versailles presque, c'est contemporain en tout cas de la construction du château de Versailles, surmonté de notre grande coupole couleur chocolat qui domine la vue sur Paris. C'est extraordinaire. Alors effectivement un endroit extraordinaire pour travailler quand on est astrophysicien comme vous. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots l'histoire de ce bâtiment ? Parce qu'effectivement on a clairement là un château, le reste d'un château, vous l'avez dit, de l'époque clairement classique, et puis cette coupole astronomique, comment on est arrivé à un objet hybride qui donne quelque chose d'assez fabuleux. De quand date l'implantation des astronomes sur ce site merveilleux ? Alors, plusieurs questions. Donc, il a été voulu par le fils de Louis XIV, le grand dauphin, dont Meudon était le domaine. Il a été ensuite occupé également par la famille impériale sous Napoléon III. Et il a malheureusement brûlé
en 1871, juste après la guerre entre les Prussiens et la France. Les Prussiens ont occupé ici Meudon. Et c'était une ruine à ce moment-là. Et c'est dans les années 1880-1890 que Jules Janssen, le fondateur de l'observatoire de Meudon, a récupéré le domaine pour y installer le premier observatoire d'astronomie physique. Donc il a fondé ici à Meudon l'astrophysique. C'est d'ailleurs l'astronome qui a découvert l'hélium à la surface du Soleil. Alors écoutez, on est devant le bâtiment, on ne résiste pas, il y a une porte, il y a une poignée. Est-ce qu'on appuie sur la poignée? Allez. Oui, allons-y. Alors voilà, le bâtiment est très beau. Manifestement, il y a une rénovation récente à l'intérieur. Non, ici, cette partie n'a pas été rénovée depuis les années, je dirais, 2000, courant des années 2000. Et ici, donc, nous sommes déjà dans le hall du château devant une pièce de musée, puisque nous sommes face au tout premier coronographe de l'histoire, créé par Bernardo. La légende dit qu'il a fait au pic du Midi lors d'une tempête et qu'il a pris des lames du plancher au pic du Midi pour le réaliser. D'ailleurs, on voit qu'il est en bois. Et donc, ce premier coronographe, son but, c'était d'observer la couronne solaire, de cacher le soleil pour voir la couronne solaire. Et mais maintenant, ici, à l'Observatoire de Paris, sur le site de Meudon, nous avons construit les coronographes de l'instrument MIRI installé sur le James Webb Space Telescope. Il y a une belle continuité de l'histoire ici dans cet établissement. C'est ça qui est absolument merveilleux. Donc, nous sommes dans un bâtiment historique, nous sommes en train de monter les escaliers vers le plancher de la couronne. Je vous laisse passer devant, Miguel. Et parallèlement, vous l'avez bien expliqué, ce n'est pas parce qu'on est dans un site historique qu'on ne fait pas de la science de haute technologie et tout à fait moderne. Il faut le rappeler, l'Observatoire de Paris et son antenne de Meudon sont à la pointe aujourd'hui de l'astronomie mondiale. Tout à fait. Et dans quasiment tous les domaines de l'astrophysique moderne. Alors nous sommes là devant la coupole dans une porte vitrée. Alors nous voyons la grande lunette qui est absolument gigantesque. Alors Miguel, dites-nous, cette lunette aujourd'hui elle ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a un espoir un jour de la voir fonctionner? Il y a toujours de l'espoir, j'ai envie de dire. Donc elle ne fonctionne plus depuis 1991, depuis que la coupole a cessé de tourner, puis elle a été endommagée non, par la tempête, les tempêtes de 99. Des travaux ont été engagés pour restaurer la coupole. Effectivement, on a une coupole neuve, mais la remise en service de la lunette n'est pas encore programmée. Un groupe de travail a été créé par la présidence de l'Observatoire en février 2022 et j'en fais partie. Et notre mission est d'effectuer un état des lieux et de l'ouvrir en interne au personnel. Mais avec l'état des lieux, nous devons évaluer quelles sont les procédures, quel est l'effort à fournir pour remettre cet instrument extraordinaire en service. Et nous avons tout doucement commencé des étapes visant à la remise en service de cette lunette. Donc, j'espère personnellement pouvoir relativement bientôt observer avec. Et à terme, j'espère que nous pourrons l'ouvrir au public parce que cet instrument doit profiter au plus grand nombre parce qu'il est extraordinaire. Et bien sûr, nous suivons ça de très près avec Ciel et Espace. Je me souviens avoir suivi il y a quelques années, enfin ça commence à dater, la rénovation de la grande coupole. C'était un travail titanesque et c'était assez merveilleux de monter avec les ouvriers sur l'échafaudage pour voir ce chantier magnifique. On va suivre ça de tout près. En tout cas, dans l'immédiat, on va ressortir pour continuer notre promenade à l'extérieur. Miguel Montargès, nous sommes à nouveau devant la grande coupole, nous sommes ressortis de ce bâtiment historique. On parlait de l'importance de ce genre de bâtiment patrimonial pour diffuser en particulier l'astronomie en ce qui nous concerne. Vous êtes d'ailleurs vous-même impliqué dans une action de diffusion. Vous êtes président, je crois, de la Festival d'astronomie de Toulouse, c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est le festival de la plage aux étoiles qui a lieu tous les ans au mois d'août, généralement la première semaine d'août. Alors grâce
à mes contacts avec un certain magazine qui s'appelle Ciel et Espace, je parviens à connaître les dates des Nuits des Étoiles assez tôt. Et donc j'essaie, en accord avec la mairie de Collioure, de caler les dates du festival sur les Nuits des Étoiles. Et donc le but, c'est de partager l'astronomie, l'astrophysique avec le plus grand nombre, avec des expositions, des conférences de chercheurs et chercheuses qui viennent de toute la France et avec des astronomateurs qui font des observations. Et on va dire notre corps de cible, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est les personnes qui pensent que la science n'est pas faite pour elles, c'est-à-dire qui pensent ne rien comprendre à la science, et leur démontrer que non, la science c'est pour tout le monde. Et comme le disait André Braic, que tout honnête citoyen ou citoyenne du XXIe siècle devrait avoir un minimum de culture scientifique. André Braic, dont on salue d'ailleurs la mémoire, et dont je crois que vous occupez aujourd'hui le bureau du DGA. Tout à fait, donc André Braic a travaillé à Meudon, et le bureau, j'ai récupéré le bureau où je faisais ma thèse maintenant, par mon postdoc, et j'ai appris récemment qu'en fait c'était l'ancien bureau d'André Braic. Alors nous allons justement parler quand même de vos sujets de recherche, on a beaucoup parlé de diffusion de l'astronomie, évidemment c'est très important et le lieu s'y prête, mais à l'Observatoire de Meudon, on fait de l'astrophysique de pointe, même des recherches, et vous en particulier, vous menez des recherches sur les étoiles évoluées, les géantes rouges, les super géantes rouges, et il y a quelques années, le ciel vous a fait un cadeau en quelque sorte, puisqu'il s'est passé quelque chose sur votre étoile favorite que tout le monde connaît, qui est Bételgeuse. Tout à fait, donc c'était lors de l'hiver 2019-2020, donc la super géante rouge Bételgeuse, bien visible dans la constellation d'Orion, est devenue moins lumineuse. Alors comme ça paraît pas extraordinaire, mais donc on surveille la luminosité des étoiles de manière quantitative depuis environ 200 ans, et en 200 ans, on n'avait jamais vu aussi faible. Elle était 2 fois moins lumineuse que d'habitude, et c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait voir à l'œil nu. Je pense que s'il y a des observateurs ou des observatrices qui nous écoutent, ils doivent s'en souvenir que la constellation d'Orion n'était pas comme d'habitude cet hiver-là. On voyait vraiment que Bételgeuse était moins lumineuse. Donc normalement, elle est aussi lumineuse que Rigel, la super géante bleue de la constellation. Mais là, elle était plutôt aussi lumineuse que Bellatrix. Et ça donnait vraiment une impression de déséquilibre dans cette constellation très familière. Donc une étoile d'Orion qui avait pris un coup, si j'ose dire. En fait, vous avez enquêté et vous avez compris ce qui s'est passé. Et oui, donc c'est une étoile que j'étudiais déjà depuis plusieurs années. Il se trouvait que j'avais d'ailleurs obtenu des images de sa surface avec l'instrument sphère du VLT l'hiver précédent. Donc moi j'ai passé le nouvel an 2018-2019 à Paranal, donc au Chili, pour utiliser le Very Large Telescope, le VLT, pour observer cette étoile. Et donc là j'ai fait en urgence une demande de temps, de nouveau au VLT, pour obtenir des observations, pour essayer de comprendre ce qui se passait. À l'origine, mon objectif était de montrer qu'il ne se passait rien d'extraordinaire sur cette étoile, puisque beaucoup de médias, en particulier outre-Atlantique, disaient « Attention, elle va exploser, c'est bientôt la supernova de Bételgeuse ». Mais vous l'attendiez aussi, cette explosion, soyons honnêtes. Alors oui et non, parce que sans l'attendre, peut-être. Une supernova, ce serait toujours extraordinaire de voir en fait une étoile qui devient aussi lumineuse que la pleine lune dans la nuit, mais à titre personnel, pas Bételgeuse. Parce que je serais quand même bien malheureux si cette étoile n'était plus là. Ça ferait un trou au bout de quelques années dans la constellation d'Orion. On aurait une étoile en moins. Donc non, une autre, s'il vous plaît, une autre. En tout cas, cette étoile, vous avez compris ce qui est arrivé. Et donc, j'ai eu tort en fait. J'ai démontré que j'avais tort parce que mon but était de montrer qu'il ne se passait rien. Et dès que j'ai reçu les premières images quand elle a été observée, là, ça s'était fait à distance, j'ai tout de suite vu qu'effectivement, il se passait quelque chose. Alors, pas une explosion en supernova, mais on voyait directement que l'hémisphère sud de l'étoile était moins lumineux que l'hémisphère nord. Donc ça a été toute une épopée pour essayer de comprendre ce qui se passait avec des modélisations numériques. J'ai dirigé une équipe de 30 collègues pour essayer de comprendre le phénomène. Et donc le verdict est tombé, donc ça a été la publication dans la revue Nature en 2021, où nous avons conclu que ce qui s'est passé, c'est que l'étoile se refroidit localement au niveau de sa photosphère, ce qu'on appelle improprement la surface, et cette baisse de température a déclenché la formation de poussière dans un nuage de gaz que l'étoile avait éjecté quelques années auparavant. Et la combinaison de la région froide et de la poussière devant l'étoile, ça a caché l'étoile, ça l'a rendue moins lumineuse. Ce que ça veut dire, c'est que le gaz, lui,
et transparent. Donc le gaz, lui, ne cachait pas l'étoile. Donc une enquête menée ici en particulier à l'Observatoire de Meudon ? Alors non, à l'époque, j'étais en postdoc à la KU Leuven, en Belgique. Une enquête essentiellement menée chez moi, puisque évidemment, le printemps 2020, nous étions tous confinés chez nous, donc moi, ça m'a beaucoup occupé. Et ensuite, menée aussi à Collioure, puisque le deuxième confinement, j'ai été confiné chez moi à Collioure, au début de mon nouveau contrat ici à l'Observatoire de Paris. Alors nous avons continué notre promenade, chemin faisant, la science en chemin, c'est le titre de cette série de podcasts. Et là nous sommes devant un autre bâtiment qui lui aussi manifestement a vécu quelques années d'histoire. Expliquez-nous quelle est cette coupole. Alors nous sommes devant la coupole de la table équatoriale, une aussi qui est chère à mon cœur. Elle a été construite à la fin des années 20, 1927 à 1929, une inauguration en 1930. Donc c'est un magnifique bâtiment, donc on a une porte métallique bleue avec des motifs de comètes sur la porte, ouvrage